Alors parler de séries, d'histoire des séries, c'est un petit peu compliqué, c'est toujours un petit peu un défi pour moi parce que les séries télé, c'est pas si vieux que ça. On peut remonter à la popularisation de la télévision dans les années 50 aux États-Unis. Mais remonter aux décennies précédentes, c'est un peu compliqué parce que les séries télé telles qu'on les connaît aujourd'hui, ça n'existait pas en fait. Ça n'existait pas. Ceci dit, en un peu plus même de 70 ans d'histoire, on peut noter une évolution qu'ont les séries de nous raconter les histoires. Parce que s'il y a bien un intérêt aux séries télé, c'est leur capacité à nous raconter des histoires, des très longues histoires. Donc c'est pour ça qu'en fait la narration a un intérêt central dans le procédé d'écriture et dans le procédé de production de la série. Mais pour comprendre la narration sérielle, on est obligé de passer par la compréhension de son support qui s'appelle la télévision. Voilà. Alors je sais, c'est pas hyper simple, c'est pas quelque chose c'est pas simple à comprendre. On va y aller petit à petit, vous allez voir, c'est pas de panique. En fait, la télévision, c'est un objet. Voilà. Bon, vous savez quoi ? Comme tout bon chercheur assidu, je vais vous sortir une définition complète de la télévision que j'ai trouvée sur Wikipédia. La télévision est un ensemble de techniques destinées à émettre et recevoir des séquences audiovisuelles appelées programmes télévisés. Jusque-là, ça va. Le contenu de ces programmes peut être décrit selon des procédés analogiques ou numériques, blablabla, le reste on s'en branle. Donc, la télévision, c'est un objet qui permet de diffuser des programmes audiovisuels. Quand on allume sa télé, on a accès à plusieurs canaux qu'on achète. Quoi ? Stigmatisation complète. Bravo ! Tu veux venir ? Je déconne. Donc la télévision, quand on allume sa télévision, on a accès à un certain nombre de canaux qu'on appelle les chaînes de télé. Et les chaînes de télé sont divisées en plusieurs cases horaires. Voilà. Et ces cases horaires correspondent à un programme spécifique. En gros, il faut voir ça comme une espèce de tableau qui représente toute la semaine, avec lundi, mardi, mercredi, etc. Une espèce d'énorme emploi du temps. Ça, c'est pour ceux qui ont encore un carnet de correspondance, je ne sais pas s'il y en a. Un énorme emploi du temps, et en fait, les séries télé doivent s'insérer dans ces cases et respecter un timing précis. Donc du coup, c'est le rôle des scénaristes de raconter leur histoire et de les faire rentrer dans cette case précise. Et c'est pas quelque chose de très facile, en fait. D'abord, parce qu'il y a quelque chose qu'on appelle la publicité. Alors on peut effectivement parler de merde, on est d'accord. Mais c'est quand même indispensable parce que c'est comme ça que les chaînes de télé survivent, en fait. Donc en fait, à l'intérieur déjà, il faut gérer les coupures pub. Ce serait quand même con que dans un sitcom, on fasse tomber la chute d'une blague après 5 minutes de réclame. Ce serait un peu cocasse. Mais en plus de ça, en fait, les scénaristes ont trouvé plusieurs techniques, en fait, plusieurs stratagèmes pour s'adapter au support. On peut par exemple parler du cliffhanger, que vous connaissez certainement, qui est une technique en fait, qui vient de la littérature et qui a été beaucoup utilisée par les scénaristes pour donner envie aux spectateurs de revenir la semaine d'après. Oui, non, mais parce qu'en fait, je vous explique, une série télé, normalement, c'est hebdomadaire. Hein. Voilà. Non mais ça peut paraître curieux, mais c'est comme ça. Donc du coup, il faut attendre une semaine pour regarder l'épisode suivant. Mais aussi, le scénariste doit penser à un autre truc, c'est à ne pas frustrer le spectateur qui arriverait en cours de route. Hein, on parle quand même d'une époque où la VOD et Internet n'existaient pas. Hein. Donc du coup, si tu avais raté ton premier épisode, les 2 premiers épisodes d'une série, tu l'avais dans le... tu l'avais pas vu, quoi. Donc du coup, il fallait penser à ces gens-là. Je vais prendre un exemple. Vous connaissez tous Mission Impossible. Au moins, vous avez vu les films de merde avec Tom Cruise, là. Non ? Donc, on va pas commencer à discuter de ça. Donc dans Mission Impossible, en fait, Mission Impossible a été écrite justement pour faire en sorte que même les nouveaux spectateurs, les nouveaux téléspectateurs,
soient le bienvenu dans la série et puissent prendre la série en cours de route. C'est ce qu'on appelle un formula show. Un formula show, qu'est-ce que c'est? C'est une série qui reprend les mêmes personnages tout au long de la série, mais tous les épisodes sont bouclés autour d'une même intrigue. Par exemple, pour Mission Impossible, l'intrigue, c'est quoi? C'est l'IMF, je crois, ça s'appelle. Les agents secrets recherchent un méchant. À la fin de l'épisode, ils trouvent le méchant, ou ils l'arrêtent, ce que vous voulez, et ça reprend à l'épisode suivant. Donc du coup, la personne qui arrive en cours de route, n'est pas perdue. Elle a quand même son intrigue, elle est finie, et elle peut suivre les épisodes suivants. Mais le scénariste doit aussi penser aux gens, aux spectateurs, qui sont assidus. C'est-à-dire qui regardent quotidiennement, hebdomadairement, les séries, une série, et il veut faire en sorte qu'ils reviennent tout le temps. Donc pour ça, en fait, il va faire en sorte, en plus d'avoir un épisode bouclé, d'avoir ce qu'on appelle un subplot. Vous connaissez tous X-Files? Oui. C'est tout? C'est vachement bien, X-Files. Ah, merci. Ça sent la bière. Dans X-Files, qui est aussi un formula show, on avait toutes les semaines un monstre de la semaine. En tout cas, dans les premières saisons, on attendait, semaine après semaine, un monstre de la semaine. Et toutes les semaines, on retrouvait Mulder et Scully qui essayaient d'enquêter et finalement, ils arrivaient à résoudre un mystère mystérieux. Enfin, bref, voilà. Ou pas, d'ailleurs. Mais en dessous de ça, il y avait une histoire au long cours, qui a pris de plus en plus d'importance après. Et il y avait une histoire au long cours, et celle qu'on connaît le plus dans X-Files, c'est est-ce que Mulder et Scully vont finir par copuler? Spoiler alerte, oui. Enfin, vous inquiétez pas, ils se séparent en saison 10. Oh. Désolé. Et donc voilà. Donc les séries télé doivent respecter un certain nombre de codes mis en place par la télévision, et les scénaristes doivent s'adapter et créer un langage, le langage télévisuel, pour raconter leur histoire. Puis sont arrivées les années 80-90, avec deux choses hyper importantes. D'abord, la popularisation des chaînes câblées. Alors une chaîne câblée, c'est très simple, en fait, c'est des chaînes où il y a un abonnement. C'est le spectateur qui paye. C'est un peu comme Canal+, si vous voulez. Et la deuxième chose, qui me semble importante, c'est la commercialisation du magnétoscope. Non, ça ne dit rien à personne. Bon, très bien. Alors je sais, c'est pas facile, que c'est pas non plus des trucs qu'on voit tous les jours. Mais en gros, un magnétoscope, c'est un objet... Oh, et puis merde. Alors, un magnétoscope est un appareil électronique destiné à l'enregistrement et à la relecture d'un signal vidéo. Jusque-là, ça va. Ah, et audio, pardon. Oui, ça serait con d'avoir que l'image. À l'instar du magnétophone, dévolu à l'enregistrement de sonore, blablabla, le reste, on s'en branle. Donc, en gros, un magnétoscope, ça sert à enregistrer des trucs avec ceci. C'est collector. Donc ça sert à enregistrer des trucs avec ceci. Donc on a inséré ceci le plus sensuellement possible dans le magnétoscope. Et on pouvait enregistrer sa série préférée et la revoir plus tard. Bon, après, oui, en rembobinant par exemple. Il y a des adeptes du magnétoscope, visiblement, dans la salle. Donc on pouvait enregistrer des trucs, et après ça pouvait traîner sur l'étagère, prendre la poussière, etc. D'ailleurs, petite parenthèse, s'il y en a qui veulent voir ou revoir la sextape de Nota Bene et Dirty Biology, cet objet... Cet objet sera disponible sur eBay demain à 18 h. Bref. Donc du coup, ça servait à enregistrer des trucs, et ça permettait aux spectateurs de revoir leur épisode. Et ça a libéré quelque chose chez les scénaristes. Ça a permis aux scénaristes, en fait, de complexifier un petit peu leur intrigue et de densifier un petit peu ce qu'ils racontaient. Je vais prendre un exemple
je sais pas si tout le monde connaît, enfin c'est une série très importante, ça s'appelle Twin Peaks, qui est sortie dans les années 90, et scénarisée par David Lynch, un monsieur très bizarre. Et donc, je suis persuadé que Twin Peaks n'aurait jamais vraiment eu le succès qu'elle a eu, ni l'importance qu'elle a eu dans le monde sériel, si il n'y avait jamais eu la possibilité de revoir les épisodes. Parce que ça a permis aux gens de les revoir, d'en discuter avec les autres. C'est-à-dire qu'après avoir vu et même revu l'épisode, ça a permis aux gens d'en discuter entre eux, entre amis, entre collègues, etc., pour essayer de comprendre un peu plus ce qui s'y passait. Parce que Twin Peaks est rempli de références, d'une intrigue hyper complexe, enfin qui paraît simple comme ça, mais qui en fait est très dense, d'autoréférences, etc. Et la revoir, ça permet justement d'avoir une autre dimension par rapport à, de regarder la série et de la comprendre d'une autre manière. Et c'est à partir de là en fait, qu'on s'est rendu compte qu'en fait, la série télé, c'était quelque chose d'assez social. On en discute, comme je disais tout à l'heure. Et c'est tellement social, en fait, que on peut... Enfin, il y a même des gens... Quand on est en retard, par exemple... prenez un exemple. Quand on est en retard et que, par exemple, sur un épisode de Game of Thrones, qui a vu le dernier épisode de Game of Thrones? Vous voyez? Cette espèce de pression sociale là, qui pousse tout le monde à regarder ce truc-là. Alors c'est quand même de la merde, hein, je suis désolé. Attends, je déconne. Je déconne. Vous êtes des moutons, quoi, c'est incroyable. Non mais vous imaginez pas le nombre d'alcooliques qu'on a pu retrouver par terre dans la rue parce qu'ils avaient loupé un épisode et qu'ils s'étaient fait spoiler, quoi. Vous imaginez pas la pression sociale que ça peut être. Bref. Donc du coup, on s'est rendu compte vraiment que c'était un objet social, la série télé. Et donc du coup, les scénaristes se sont dit, bon, ben, on va jouer avec le public. On va essayer de les faire réfléchir entre eux, le moment où on diffuse l'épisode et le moment où on diffuse l'épisode d'après. Ils ont une semaine pour y réfléchir, pour revoir l'épisode, pour en discuter avec leurs amis, avec leurs collègues, etc. Et on va leur donner la possibilité d'en discuter. Et ça a donné des séries vraiment pas mal. Enfin, moi que j'aime bien. Après, bon, voilà, on dit ce qu'on veut. Mais par exemple, Lost. Quelqu'un a vu Lost? Lost, par exemple, c'est un... Quoi? Excusez-moi, c'est ma conférence, là. Bon. Lost, c'était un peu ça. C'est-à-dire qu'il mettait des éléments d'intrigue, mais aussi dans le décor, des petits indices, des trucs comme ça, pour justement faire en sorte de faire discuter les gens et autour de Lost, créer une communauté sur Internet, etc. Et non, je ne parlerai pas de la fin ici, je suis désolé. Voilà. Et la deuxième chose dont je vous parlais tout à l'heure, c'était la popularisation des chaînes câblées. Les chaînes câblées, vous en avez tous regardé, des séries des chaînes câblées. C'est une chaîne comme HBO, par exemple, qui a diffusé Game of Thrones. Et la particularité des chaînes câblées, comme je le disais tout à l'heure, c'est qu'elle n'a pas de publicité. En particulier HBO, qui n'a pas du tout de publicité. Donc ça a créé, ça a créé quelque chose au niveau de la narration. Déjà, parce qu'il n'y avait plus de coupure pub, donc les scénaristes n'avaient plus à s'en préoccuper. Mais aussi, parce que sur une chaîne qui a de la publicité, les annonceurs et un certain nombre d'associations très influentes aux États-Unis peuvent décider indirectement de ce qui peut se dire ou ne pas se dire à la télévision. Donc du coup, c'est un petit peu embêtant et les scénaristes sont un peu piégés, mais sur HBO, pour le coup, c'est la fête du slip, ils font ce qu'ils veulent. Et c'est pour ça, c'est parce qu'il n'y a pas de publicité sur HBO, que vous avez autant de pénis, de boobs et de sexe non dissimulé sur Game of Thrones. C'est cool, hein? Bon, bande de cochons. Et enfin, ce qu'a apporté aussi les chaînes câblées, c'est une production plus cinématographique. Alors attention, une série télé reste une série télé, n'en déplaise à France Inter. Je sais pas où il est. Je le vois pas, tant pis. C'est quand même vachement plus intéressant que le cinéma, je suis désolé.
Donc c'est une production plus cinématographique, et on l'a vu, on le voit, enfin ça se voit déjà en termes de réalisation, il y a plus de pognon qui est mis sur la table pour réaliser quelque chose. Enfin, on a tous vu, enfin vous avez certainement vu Breaking Bad, c'est quand même assez impressionnant au niveau de la réalisation. Et ça se voit aussi au niveau de la narration, c'est-à-dire que c'est une narration beaucoup plus feuilletonnante. C'est-à-dire que là, pour le coup, si Mission Impossible, on pouvait le prendre, l'épisode à n'importe quel moment et le comprendre, là c'est plus trop possible. Parce que les séries ont un début, un milieu et une fin, comme un espèce de très long métrage qui s'étendrait sur plusieurs dizaines d'heures. Donc ça, c'est plus possible. Donc, j'aurais pu vous parler encore longtemps de la narration sérielle. Il y a plein de trucs à traiter, comme par exemple son rapport avec l'actualité. Quelque chose de très intéressant. Le retour des anthologies, qui est de plus en plus présente. Les bottle épisodes, je ne sais pas si vous connaissez ce terme. Peut-être que si, peut-être que non. Je le ferai pas 3 fois, ça devient lourd après. Non. J'ai fait un très bon épisode dessus. Donc tu peux lâcher un pouce bleu et t'abonner. Après la conférence est trop longue et tout, j'ai soif, il faut que j'aille boire de la bière, tout ça. Donc j'aurais pu vous parler de plein de trucs. Mais ce qu'il faut quand même comprendre, c'est que la narration dans les séries télé, il ne faut pas voir ça comme des blocs. Il faut plus voir ça comme une sorte de tendance, en fait. C'est pas parce qu'aujourd'hui, des séries cinématographiques comme Game of Thrones, on le vend en poupe, que les sitcoms découpés par de la publicité n'existent plus. Les séries télé ont su s'adapter en 70 ans au modèle économique de la chaîne sur laquelle elle a été diffusée, et a su créer son propre langage en fonction des chaînes de télé et de la ligne éditoriale de la chaîne. Et en dehors même, on peut parler aujourd'hui, en dehors de la télévision, avec la VOD et le représentant que vous connaissez tous, qui s'appelle Netflix, qui casse un petit peu les codes. Mais bon, je ne vais pas vous spoiler l'épisode que je vais sortir en septembre, ça me fait un petit peu chier quand même. Donc réabonne-toi. Donc voilà. Mais bon, chose promise, chose due. Je vous ai promis un effet pyrotechnique spectaculaire en début de conférence, je suis obligé de le faire. Donc bouchez-vous les oreilles, ça risque d'être impressionnant. Je vous remercie.